Sébastien Lecornu a pris son téléphone et a appelé son homologue russe, Monsieur Shoigu. Les deux ministres des Armées ont échangé au sujet de la situation en Ukraine. En tout cas, ça c'est la version française, parce que la version russe diffère, et elle diffère surtout en un point essentiel. Regardez ce que dit Monsieur Shoigu. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons, dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. Cela étant l'attaque terroriste sur le Crocus City Hall, 140 morts, centaines de blessés. C'est évidemment une allusion insupportable pour le ministère des Armées français qui corrige ça dans un communiqué à son tour. Nous avons confirmé que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine, puisque c'est bien ça dont il s'agit, François, pour Shoigu, c'est d'expliquer à son opinion publique qu'à travers l'Ukraine, c'est la France qui était derrière. Donc les deux sont responsables. L'Ukraine, évidemment, avant toute chose, mais l'Occident et donc la France. Nous espérons. Autrement dit, c'est une question hypothétique, mais qui prend tout son poids parce qu'elle a un côté très intimidant, très menaçant sur le thème. Si vraiment il s'avère que vous êtes derrière toute cette histoire, eh bien évidemment, la Russie en tirera toutes les conséquences. C'est ça que ça veut dire. Oui. Donc, ça veut dire, que la Russie s'enferme dans son narratif sur le fait que cet attentat ne peut être que l'œuvre de l'Occident global, des Occidentaux, via l'Ukraine, et donc avec comme exécutant les Tadjiks qu'on a vus. Pour les Français, la démarche du coup de fil était totalement différente. Elle était même presque à l'opposé. Elle consistait à dire, puisqu'il y a eu un attentat chez vous, dont vous aviez connaissance parce que les services américains et français vous avaient prévenu qu'il pouvait y avoir cela, essayons de coopérer, essayons de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Et ça se termine, non, c'est votre faute. Exactement. Donc c'est ça qui est terrible. Quand Emmanuel Macron et le gouvernement français disent depuis 2 ans que on ne parle aux Russes que lorsque c'est nécessaire, lorsque ça peut éventuellement être utile, je pense que cet entretien est utile parce qu'il apporte une clarification sur le fait que c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que on a bien la preuve que les Russes s'enferment dans ce narratif absolument catastrophique. Mais ce qui est aussi extrêmement dangereux pour nous, et vous l'avez rappelé ce matin, François, pourquoi ? Parce qu'il y a des événements très importants à venir, au premier rang desquels les Jeux Olympiques et Paralympiques, et que face à la menace terroriste que représente par exemple l'État islamique au Khorasan, la Russie, comme la France, comme l'Allemagne, comme d'autres pays, sont potentiellement des cibles. Écoutez Didier François sur la façon dont Shoigu exprime ses soupçons. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui soutenaient Vladimir Poutine, soi-disant parce que c'était notre meilleur allié contre les islamistes. Voyez le résultat. Ce n'est pas notre meilleur allié contre les islamistes, pas plus il ne l'a été en Syrie qu'il ne l'est aujourd'hui. La preuve, sa réponse. Mais c'est important d'en faire la démonstration, parce que les gens ne le croient pas si on ne le démontre pas. François. Les services français, je veux dire, ils prennent cette menace terroriste très au sérieux et depuis très longtemps. Et indépendamment du fait que tout ce qui s'est passé au Sahel, où Wagner, comme vous le savez, on connaît bien l'histoire, a chassé en quelque sorte les Français sur plusieurs années dans ces 3 pays du Sahel. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des contacts et que ces contacts existent. Selon mes informations, la DGSE continuait de dialoguer, ou en tout cas d'échanger avec le FSB, ici même, à Paris, notamment pour évaluer cette menace terroriste. Et ce qui ressort de ces conversations, c'est qu'il n'y a pas de volonté de la Russie d'aider ou d'échanger ou de coopérer. Donc il fallait aller au niveau supérieur après l'attentat pour bien vérifier qu'il y avait côté russe une possibilité d'ouverture ou au contraire une fermeture. Et là, c'est évidemment un signe de fermeture totale. L'échange direct entre ministres, le dernier en date, connu, il date de la fin de l'année 2022. Écoutez Sébastien Lecornu, c'est très intéressant, interrogé sur LCI par Darius Rochebain, récemment, justement, à propos de ce manque d'échange. Alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'échange. Combien de fois vous êtes parlé ? 2 ou 3 fois, dans des cas très précis de gestion d'escalade potentielle. Ça nous a été beaucoup reproché, que le président de la République parle à Vladimir Poutine pendant des heures durant, que je puisse avoir Sergueï Shoigu au téléphone. La réalité, c'est qu'une puissance nucléaire a quelques devoirs avec une autre puissance nucléaire, et que donc un certain nombre de conversations nous avaient permis de maîtriser en tout cas l'escalade dans des moments particulièrement sensibles. Moi je ne parle plus au ministre de la Défense. Vous pourriez le faire demain, vous pouvez le rappeler ? Il faudrait que ce soit utile et efficace, puisque
ce que je vois, c'est que les fois aussi où de bonne foi la France a mis de l'énergie aussi pour permettre à la Russie de sortir de l'ornière dans lequel elle s'était mise toute seule, il faut bien le reconnaître, ils n'en ont rien fait. Bonjour Sylvie Bermann, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie. Alors, Monsieur Lecornu dit qu'il faudrait que ce soit utile et efficace. Je ne sais pas s'il aura été conquis par le résultat de ce coup de fil. La Russie dit hier dans un communiqué, les deux parties se sont déclarées prêtes à dialoguer sur l'Ukraine. Les points de départ pourraient être basés sur l'initiative de paix d'Istanbul, les propositions du président Erdogan. Faux! Faux, répond la France. Communiqué à venir dans la foulée. Paris dément avoir évoqué avec Moscou un possible dialogue sur l'Ukraine. Donc en fait, les deux hommes se sont parlé, Sylvie Bermann, et puis Monsieur Shoigu a raconté ce qu'il voulait. Oui, pardon, c'est souvent le cas en ce qui concerne la Russie. En général, il y a des communiqués qui sont pas des communiqués conjoints, mais au contraire des communiqués séparés, et chacun dit ce qu'il a envie de dire. Les Russes se sont enfermés effectivement dans leur obsession ukrainienne. Ce qui est grave, c'est pas tant qu'il y ait eu un attentat qui n'ait pas pu être déjoué, c'est qu'en fait cet attentat avait été signalé par les services occidentaux. Et donc là, il y a une véritable faille, et c'est pour ça qu'il est important de mettre la responsabilité sur d'autres. Pour autant, je pense que cette conversation est quand même utile. On avait il y a quelques années encore une coopération pour la lutte contre le terrorisme qui était très très efficace, en particulier parce qu'il y a de nombreux Tadjiks et autres sortissants d'Asie centrale ou du Caucase qui font partie de Daesh et qui nous menacent. Et dans la perspective des Jeux Olympiques, la coopération est indispensable. Alors, Sylvie Bermann, pardon de vous interrompre, mais pour que les choses soient très claires pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous nous dites Monsieur Shoigu fait de la communication à l'endroit de son opinion publique. Il raconte ses mensonges, mais sur le fond, il y a des choses qui se passent et qui nous sont utiles. Est-ce que c'est ça ? Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont utiles. Je ne sais pas si cette coopération peut reprendre de manière aussi étroite, mais je pense que malgré tout, Shoigu et le Kremlin ont entendu le message, et on verra ce qui se passera en matière de lutte contre le terrorisme de manière efficace et confidentielle, au-delà de ces échanges et de rappel des deux côtés des positions, parce qu'il est évident que les Russes ne peuvent pas dire que la France a rappelé sa position sur l'Ukraine, et évidemment, de notre côté, la priorité, c'est la lutte antiterroriste. C'est ce qu'on appelle la déconfliction, qui s'est passée pendant la guerre en Syrie, où on avait des désaccords, mais là, évidemment, les désaccords sont beaucoup plus fondamentaux. Alors, l'appel avec Monsieur Lecornu, donc le dernier en date à notre connaissance, était à la fin de l'année 2022, François. Lorsque l'on regarde le lien entre Shoigu et les États-Unis, dernier coup de fil avec Lloyd Austin, a priori, remonterait au mois de mars 2023. Lavrov et Blinken, eux, se seraient parlé en avril 2023, mais une nouvelle fois, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est qu'il ne faut pas confondre les échanges à haut niveau, visibles, et les autres, c'est-à-dire les états-majors militaires, les services de renseignement. Oui, parce que évidemment qu'au niveau supérieur, c'est de la politique, c'est de la diplomatie de haut niveau. En revanche, ça n'empêche pas, lorsque les choses sont grippées, lorsqu'elles sont pour le coup gelées, ça n'empêche pas du tout que, au niveau diplomatique, sur le terrain, au niveau même militaire, Sylvie Bermann en a parlé, sur le terrain, lorsque vous avez par exemple une frégate française qui avoisine une frégate russe en Méditerranée, il y a des procédures de déconfliction pour éviter tout incident. Ça vaut pour les services de renseignement qui n'ont jamais cessé de se parler. Toute la question, c'est quelle est la qualité de l'échange ? Qu'est-ce qu'on arrive à se dire les uns les autres qui puissent être utiles, efficaces. Moi, je me pose sincèrement la question, si jamais les services russes sont au courant qu'il y a un attentat en préparation contre les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils le diront ? Est-ce qu'ils essaieront de collaborer pour essayer de faire en sorte de le prévenir ? Ou est-ce qu'ils seront dans une attitude ambiguë parce qu'ils se méfieront de la réponse française ou de la réponse des autres partenaires occidentaux dans ce genre de cas. Le coup de fil d'hier ne permet pas de répondre à cette question. Parce que si effectivement les services américains et français disent à Moscou, attention, il risque d'y avoir un attentat contre le Crocus City Hall, on ne sait pas exactement la date, mais c'est dans les jours qui viennent, et que les services russes apparemment
n'en font rien et mettent cet attentat sur le dos des Occidentaux, comment pouvez-vous imaginer qu'il puisse y avoir une coopération sérieuse, efficace, pour prévenir éventuellement un attentat aux Jeux Olympiques? Sylvie Bermann, le coup de fil de M. Lecornu, parce que c'est bien dans ce sens, à notre connaissance, que ça s'est passé, Sébastien Lecornu a appelé son homologue Shoigu. Il intervient dans un contexte, j'allais dire presque paradoxalement, où la France a durci le ton beaucoup contre Moscou, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron. Oui, mais ce sont deux choses séparées. Je veux dire, sur l'Ukraine, bon, on a une position qui est particulièrement ferme. Mais de toute façon, Vladimir Poutine s'est entretenu pendant des années avec Emmanuel Macron. On reste un membre permanent du Conseil de sécurité, d'organisateur des Jeux Olympiques aussi. Et ça, la Russie ne peut pas l'ignorer. Maintenant, c'est un coup de fil qui a duré 1 heure quand même. Bon, une demi-heure avec la traduction, bien sûr, mais donc qui a permis d'évoquer un certain nombre de sujets. Encore un mot, s'il vous plaît, Madame l'ambassadrice. Je pense à votre confrère sur place. Nous avons toujours notre ambassadeur en Russie, nous ne l'avons pas rappelé, c'est M. Lévy, je crois, qui est à Moscou. Cet homme doit être doté d'une force de résilience extrêmement puissante, non, j'imagine? Oui, parce que c'est des conditions de travail qui ne sont évidemment pas faciles, compte tenu effectivement de l'hostilité actuelle, en tout cas au niveau officiel, qui ne se marque pas nécessairement autrement, puis de la difficulté d'avoir des contacts utiles également.